Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne condensée des news, l'essentiel de l'actu-tech de ce week-end, puisqu'on est lundi. En quelques minutes, aujourd'hui, on va parler de réalité augmentée, de chipset, de rumeurs, de hackers, de cloud souverain et de jeux vidéo. C'est parti. Commençons avec cette petite vision du jogging du futur. C'est Nike qui nous la propose en collaboration avec Snapchat. Regardez ces quelques petites indications que vous pourriez avoir dans vos runs de demain. Évidemment, ce petit pigeon qui va vous aider à vous indiquer, parce que c'est une sorte de GPS déguisé. Vous allez voir aussi certains segments qui deviendront des épreuves de sprint dédiées, comme ici par exemple. Et évidemment, vous aurez aussi des indications qui vont arriver lorsque vous regarderez tel ou tel panneau, tel ou tel immeuble. C'est un futur en réalité augmentée qu'on commence déjà à voir de plus en plus sur certaines applications. Mais vous imaginez qu'avec les lunettes et le fameux métaverse dont tout le monde parle, on est peut-être en train de voir les premières applications entre publicité, indication, motivation, réseaux sociaux si d'autres personnes courent avec ces mêmes lunettes que vous. Et pour l'instant, il n'y a pas de date annoncée, c'était plutôt une sorte de teaser de la part de géant américain du sport avec le géant américain des réseaux sociaux en réalité augmentée. Enchaînons maintenant avec un petit point semi-conducteur, pièces détachées, processeur et tout. Première nouvelle, mauvaise nouvelle, si vous avez une BMW récente, essayez de toucher votre écran, je ne suis pas sûr qu'il soit tactile à 100%. Le constructeur allemand a dû confirmer sur le site Edmunds qu'effectivement, certains de leurs modèles de véhicules n'auront pas d'écran tactile. La faute à la pénurie de composants. Ça avait été remarqué sur un forum dédié à BMW. Ça a été confirmé à la marque. Celle-ci remboursera ses clients de $500 si ces derniers se retrouvaient avec une voiture sans écran tactile. Alors c'est un petit peu bête parce que ce sont des voitures qui sont censées être compatibles avec CarPlay et Android Car, mais du coup, vous aurez peut-être la surprise. Et surtout, ce qui est un peu embêtant de la part de BMW, c'est qu'ils n'ont pas prévenu les conducteurs et les conductrices de leur voiture et que ça va être un petit peu à la loterie. Attention, BMW ne sera peut-être pas le seul constructeur dans ce cas-là. Je reste un petit peu dans les processeurs avec des nouvelles un peu plus enthousiasmantes. On va parler du futur d'Apple et des chipsets Apple estampillés M. Je vous rappelle le M1 et puis les M1 Pro et M1 Max que nous avons testés récemment. Ce n'est pas fini puisque nous avons beaucoup de noms de code qui ont fuité récemment pour ce qui pourrait être les M2, M2 Pro, M2 Max, voire les M3. Et vous allez voir, c'est un petit peu le bordel. Ça a été repéré par Ars Technica via le site The Information. Nous aurions déjà une nouvelle génération de processeurs M, donc les M2, puis M2 X Pro Max, comme vous les appelez. Nom de code, du coup, vous aurez Staten et vous aurez aussi Rhodes. Staten serait le M2 plutôt entrée de gamme pour le futur MacBook Air et peut-être le Mac Mini. Et Rhodes serait le prochain SoC pour les MacBook Pro de l'année prochaine ou dans 1 an et demi. Je vous rappelle que Apple s'est donné 2 ans pour faire une transition à 100% sur ses chipsets M. Intéressant, c'est que le Mac Pro pourrait lui rester sur les chipsets de première génération, donc une sorte de M1 Max doublé avec 2 die au lieu de un seul, ce qui est normalement la nouveauté des futurs chipsets. Et puis on a même déjà le nom des chipsets, le nom de code des chipsets de 3e année qui eux seraient peut-être en 3 nanomètres. Ibiza, Lobos et Palma. Ibiza serait l'entrée de gamme, Lobos et Palma serait peut-être donc le M3 Pro et le M3 Max. Bref, déjà un sacré programme pour Apple, pour un horizon surtout 2023 où beaucoup de constructeurs vont passer aux 3 nanomètres et où Intel a promis qu'il reviendrait prendre la couronne. Déjà qu'on rigole bien en cette fin d'année d'un point de vue processeur et SoC avec Apple, mais aussi avec Intel et avec Google. Rendez-vous dans 1 an et surtout dans 2 ans et demi à peu près. Ça va être une sacrée bataille. Restons maintenant du côté de chez Apple, mais avec une mauvaise nouvelle. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, un YouTuber avait trouvé un problème sur les téléphones Apple, notamment les iPhone 13. Ces derniers, lorsque vous changiez l'écran, il se trouvait que le module Face ID se retrouvait inopérant. C'était une première chez Apple, qui est déjà pas très cool avec la réparation, mais ça avait demandé plus d'enquêtes. Ce sont les spécialistes d'iFixit qui ont apporté la réponse et qui viennent confirmer ce qui avait été trouvé. Les iPhone 13 vont bloquer leur module Face ID si vous changez les écrans dans certaines conditions. Ce serait pour des raisons de sécurité, pour empêcher de hacker le module Face ID, que ce dernier aurait un numéro d'identification qui est couplé à son écran. Et du coup, pour une réparation d'écran d'iPhone 13, il faut aller chez Apple ou chez un réparateur
agréé Apple, qui utilise des pièces Apple donc aussi plus chères, ou alors passer par un réparateur tiers pour des réparations beaucoup plus chères que sur les iPhones précédents, et dans certains cas, des réparations qui vont briquer votre Face ID, ou d'autres qui vont demander beaucoup plus de temps. Donc c'est un nouveau coup d'épée de la part d'Apple pour les réparateurs indépendants, et puis globalement pour l'indépendance qu'on a par rapport à nos objets. Et donc même si c'est au nom de la sécurité, on a quand même envie d'adresser un petit carton rouge à Apple sur ce point-là. Restons dans les smartphones, ce coup-ci avec tous les smartphones, pas que les smartphones Apple, et une bonne ou une mauvaise nouvelle, à vous de voir. Mais je vous rappelle que la France était un des derniers pays qui obligeait les constructeurs à fournir une paire d'écouteurs filaires avec tous leurs téléphones, le tout pour des conditions, on dira, sanitaires, et notamment pour pas que les gens aient les oreilles collées à leur téléphone et aient le droit de passer des appels un peu à distance, quelque chose qui n'a jamais été prouvé à 100%, mais quelque chose qui va surtout s'arrêter puisque dans une nouvelle loi, la fameuse proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique, on en avait beaucoup parlé notamment avec la redevance sur la copie privée et les objets reconditionnés, et bien dans ce pack de loi, il y a aussi la fin des écouteurs fournis d'emblée avec les téléphones en France. Selon le député Patrick Chaise qui a porté cette loi, notamment les bienfaits sanitaires ne sont pas du tout vérifiés. Il explique aussi qu'aujourd'hui la plupart des gens sont en train de passer à des systèmes filaires ou non filaires beaucoup plus performants, donc c'est le fameux boom des casques et des oreillettes, notamment sans fil. Et puis il explique aussi que ça devient un gaspillage de fournir des casques que les gens ont déjà une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Je vous laisse débattre dans les commentaires sur l'utilité ou l'inutilité de ces écouteurs fournis en série avec des téléphones dans notre beau pays. On continue sur les smartphones rapidement avec une nouvelle technologie de refroidissement proposée par Xiaomi, une sorte de water cooling intégré dans leur téléphone pour baisser un peu leur température en pleine charge ou en charge. Je vous rappelle que Xiaomi a aussi présenté une charge à 120 watts. Eh bien, ils ont montré un Xiaomi Mix 4 modifié avec, vous voyez, ce nouveau circuit qui va laisser du liquide refroidissant passer à l'état vaporeux le temps de refroidir le soc et de revenir à l'état liquide lorsqu'il sera refroidi. On aurait déjà un gain sur ce prototype de 10% par rapport au refroidissement actuel. Vu comment chauffent certains socs et notamment les Snapdragon 888, on souhaite bonne chance à Xiaomi pour évidemment nous proposer des refroidissements toujours plus performants et surtout pour que ça ne fuit peut-être pas trop dans nos poches. On voit déjà ce qui se passe dans certains PC desktop gaming. Bon, on croise les doigts. En parlant de charge et de chauffe, passons maintenant au Pixel 6 de chez Google avec 3 nouvelles autour de même des pixels en général, mais pas des très très bonnes nouvelles. La première, c'est que Android Authorities a testé la charge dite rapide des Pixel 6 Pro et des Pixel 6 normaux qui étaient annoncés pour un environ de 30 watts. En fait, selon Android Authorities, on tournerait plutôt autour des 22 watts, ce qui est beaucoup moins qu'annoncé, et surtout on descendrait à 15 watts dès 50% de charge. Du coup là-dessus les Pixel 6 qui deviennent un petit peu les mauvais élèves de la charge par rapport au peloton actuel qui se tire la bourre autour des 40, 50, 60 watts, voire je vous l'avais dit 120 watts pour Xiaomi et certains autres constructeurs chinois. On verra si la situation peut s'améliorer ou si c'est vraiment une limitation physique de la part de Google. Autre limitation physique de la part de Google, le fameux lecteur d'empreintes, je vous l'avais montré il y a quelques jours, qui n'est pas très performant. Je peux vous le montrer à l'écran ici. Lorsque vous posez le doigt, vous voyez, il ne marche pas à tous les coups. Des fois, c'est du premier au troisième coup, suivant la rapidité et suivant la visée. Selon Google, c'est parce qu'il y aurait plus d'algorithmes et de systèmes de sécurité autour de ce capteur d'empreinte. C'est pas le fait qu'il soit un capteur d'empreinte à lumière et non ultrasonique, comme on peut le trouver notamment sur les S21 de chez Samsung. Selon Google, c'est parce qu'il y a plus de sécurité que c'est peut-être un peu plus lent ou un petit peu plus capricieux. Bon, on va dire qu'on les croit. Dernière nouvelle du côté des pixels, une nouvelle un peu décevante. Ce coup-ci, pas les Pixel 6, mais les Pixel Fold. Je vous rappelle que le téléphone pliant, qui ressemblera beaucoup au Z Fold de Samsung, devrait arriver chez Google l'année prochaine, finalement, et pas en fin de cette année, avec notamment Android 12L. Ce dernier, un peu à la manière du Z Fold, embarquerait un îlot photo moins performant que les téléphones dédiés. Donc, si vous rêviez d'avoir un Pixel 6 pliant, vous aurez plutôt un Pixel 5 pliant, puisque d'après les dernières rumeurs, on aurait l'îlot photo et les capteurs et les modules photo et vidéo du Pixel 5 qui sont déjà très bons. Mais évidemment, en 2022, on aurait espéré avoir plutôt une mise à jour côté Pixel 6. On termine avec les smartphones et évidemment donc Samsung et le jeu des rumeurs. Je vous rappelle qu'on se demande où était passé le Note. Le voici le Note, il s'appellera peut-être S22 Ultra, tout simplement. John Prosser, le célèbre leaker, qui n'a pas toujours raison, mais bon, promet qu'il vient de me mettre la main sur le premier S22 Ultra. Le voici. Alors déjà, on avait des rumeurs sur l'îlot photo qui du coup n'aurait pas
de silhouette autour de lui. À vous de voir si vous aimez ou pas. Personnellement, je déteste, mais voilà. Mais le plus important, c'est évidemment lorsqu'on regarde sur la tranche de cet appareil, la tranche qui contient le stylet intégré, comme un bon vieux Galaxy Note. Et vous allez voir la silhouette de tranche qui ressemble beaucoup à celle d'un Galaxy Note. Donc le Galaxy Note est mort vif, le S22 Ultra. Ça suffira très certainement aux fans de technologie qui pleuraient à la fin de leur gamme de téléphones préférés. On a terminé avec le matos, passons un petit peu au reste. On va commencer par du cloud avec beaucoup d'articles sur le cloud en ce moment et notamment cette notion de cloud souverain. Vous savez, c'est un cloud où les pays devraient être un peu en gestion de leur propre cloud. C'est compliqué en ce moment, notamment parce que les Américains cartonnent, nos membres du GAFAM, enfin qu'on appelle maintenant le MAHAM, Microsoft, Alphabet, donc Google et évidemment Amazon, cartonne Amazon évidemment avec AWS, Microsoft avec Azure et Google avec Google Cloud, qui se taille la part du lion d'un marché en pleine hausse de 20% de hausse encore cette année et qui devrait se décupler d'ici 2030, 63% de part de marché. Pour eux, c'est absolument énorme. 30% pour Amazon, 20% pour Microsoft, 10% pour Google. Et derrière, tous les acteurs européens ou français qui eux-mêmes grandissent et croissent, sont quand même à la bourre et perdent des parts de marché par rapport aux géants américains. C'est une question importante puisque cette notion de cloud souverain est toujours au cœur des discussions entre les gouvernements. Et évidemment, comment faire quand on n'a pas de cloud souverain ? Puisque les leaders sont des entreprises, notamment étrangères. On parle notamment de cloud de confiance, ici dans cet article de ZDNet, qui voudrait, à défaut d'avoir un cloud souverain, puisqu'ils ont déjà tenté, notamment, on se rappelle de CloudWatt et autres tentatives malheureuses, d'avoir un système de recommandation et de certification pour que le cloud qui va être utilisé par les administrations françaises, par exemple, par l'armée, par les hôpitaux, etc., soit ce qu'on appelle un cloud de confiance. Laurent Michel de la plateforme, de la compagnie plateforme.sh pense qu'il y a aussi beaucoup de problèmes à cette approche. Et encore une fois, on abandonne une forme de souveraineté par rapport aux entreprises étrangères. Mais peut-on faire autrement ? Actuellement, non. Demain, peut-être. Un article très intéressant à lire chez nos amis de ZDNet. En attendant, du côté de Monaco, eux, ils font un cloud souverain. Voilà. Et nous, on a interviewé le responsable du cloud à Monaco. Et oui, il existe. Il s'appelle Pierre Puchois. Il nous explique comment la principauté est en train de déployer son propre cloud pour ne pas dépendre d'une entreprise étrangère. Allez lire cette interview de M. Puchois par mon collègue Patrick Randall. On continue maintenant avec de la sécurité et du hacking. Attention, on va passer sur 3 groupes russes. Le premier s'appelle Nobelium et selon Microsoft, ils sont en pleine bourre avec des milliers d'attaques sur 609 entreprises, notamment occidentales. Nobelium qui ne s'arrête pas là, je vous rappelle, après SolarWinds, il continue et donc évidemment Microsoft met en garde contre ces attaques. Je vous rappelle que ce sont des groupes de hackers qui sont notamment souvent d'origine russe et dont on soupçonne qu'ils seraient financés ou cofinancés ou soutenus par le gouvernement actuel. Je parle maintenant d'un autre groupe que vous connaissez bien, c'est le groupe Revil, peut-être le groupe de hacking et de rançongiciel le plus célèbre au monde. Encore un groupe russe, ce dernier étant en pleine chasse et en plein jeu du chat et de la souris avec le FBI et toutes les autorités mondiales après son piratage de Kaseya, un piratage à presque 70 millions de dollars cet été qui s'est transformé donc en course-poursuite. Un membre a été retrouvé par les autorités allemandes, donc le groupe est en crise. Je vous rappelle que le groupe Revil, depuis ce hold-up apparaît et disparaît d'Internet par intermittence selon, j'imagine, les tentatives de coups de filet de la part des autorités. Et c'est pas fini pour la saga Revil. Autre saga, et une saga qui va peut-être vous faire beaucoup plus sourire, on va parler d'un autre groupe russe, ce coup-ci, qui aurait, qui aurait hacké une bijouterie qui s'appelle Graf. Alors, le groupe lui-même s'appelle Conti. Voilà. La bijouterie s'appelle Graf et c'est une bijouterie qui est connue puisqu'elle a des clients très prestigieux, des puissants de ce monde, des célébrités. Et donc, Conti s'est attaqué à Graf, a piraté des informations personnelles, notamment de David Beckham, de Donald Trump ou autres comme Oprah Winfrey. Et ils ont évidemment fièrement posté des informations et une première liste des célébrités qu'ils avaient hackées, demandant des millions de dollars en crypto-monnaie en termes d'otages. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que dans les noms qu'ils ont publiés pour mettre un coup de pression à Graf, il y avait des noms qu'ils n'auraient peut-être pas dû publier, et notamment des noms de membres des familles royales du Qatar, des Émirats Arabes Unis notamment. Et absolument incroyable, dans un plot twist digne des pires séries télé, Conti a publié sur son blog une lettre d'excuses aux familles royales de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar,
leur expliquant que, oups, désolé, mais dans le data, les petits échantillons de data que nous avons publiés sur notre blog, eh bien, il y avait aussi des membres de la famille royale. On voulait vraiment pas parler de vous et on va évidemment effacer votre nom de nos listes. Notre team s'excuse évidemment tranquillement. Alors, deux théories. La première, c'est qu'évidemment, eh bien, le gouvernement russe, qui serait peut-être de mèche avec Conti, leur aurait dit les gars, c'était peut-être pas les bonnes personnes à cibler. Je vous rappelle qu'il y a, souvent des histoires de meurtres et de tueurs qui sont autour des embrouilles avec ce genre de famille. C'est peut-être pas eux qu'il fallait pirater. D'où les excuses peut-être. Et puis la deuxième piste serait que non, ce serait juste un jeu de bluff et de contre-bluff puisque il est reconnu que ce groupe de hackers s'était déjà en tout cas attaqué à des entreprises des Émirats Arabes Unis par le passé sans aucun souci. Donc voilà. En attendant de voir s'il y aura des ennuis ou un meurtre, ce que j'espère pas évidemment, je vous laisse débattre entre ces deux théories. On termine avec du gaming et alerte spoiler. Si vous n'avez pas regardé les finales des Worlds de League of Legends ce week-end, attention, je vous ferai un petit signe de cœur comme ce matin en live pour vous dire que c'est la fin du spoiler. Maintenant le spoiler commence. Ce week-end, les finales et opposé évidemment le club coréen de Damwon au club chinois de Edward Gaming. Avant que ça commence, eh bien, Riot a lancé son fameux opening. C'était pas dans un stade, Covid oblige, mais ils ont joué sur évidemment leur nouvelle série télé Arcane qui a été lancée en grande pompe sur Netflix et sur Twitch en même temps. Et donc un opening qui mêlait, je vais le mettre en haute résolution, ça va être un petit peu mieux, voilà, qui mêlait des prises de vue de la série animée produite par le studio français de Fortiche, bien joué Cocorico, avec des vrais artistes, un quart d'heure de très très haute volée en termes d'intégration. Et puis je vous rappelle que Arcane du coup est sorti également dimanche sur Netflix. Vous me donnerez votre avis sur cette série animée. Au-delà de ça, eh bien, je peux vous spoiler donc le club, attention, je vous spoil. Le club qui a remporté les Worlds 2021, c'est Edward Gaming à la surprise générale, le club chinois qui s'était toujours arrêté en quart de finale. Et vous allez voir, en Chine, ça a été un sacré bordel. Je veux juste vous montrer ces images dignes d'une Coupe du Monde de football, de foule chinoise en délire face à la victoire de leur club face aux ultra favoris de la compétition. Voilà, ça courait partout en slibard dans les rues. Voilà. Un peu la folie. On a vu aussi des gens, alors je sais pas trop ce qu'ils avaient parié, mais on a vu des gens se raser la tête, courir en bikini. Voilà, un sacré bordel. Je vous rappelle que c'est un pays qui annonce 400 millions de fans d'e-sport. Voilà, une autre vue. Regardez-moi cet immeuble en Chine où à toutes les terrasses et partout les gens hurlaient et couraient partout. Une énorme folie, hein. L'e-sport ça ne rigole pas et encore moins en Chine. Félicitations en tout cas à Edward Gaming. Et en attendant, allez voir évidemment les rediffusions de cette finale un peu dingue qui s'est jouée jusqu'à la dernière manche avec Damwon, ce qui est assez rare pour être précisé. Et puis évidemment, allez voir la série Arcane qui est sortie ce week-end sur Netflix et sur Twitch en même temps. Je termine enfin sur un jeu vidéo que beaucoup de personnes attendaient, Forza Horizon 5, le fameux jeu de voiture de Turn 10 édité par Microsoft et qui est dispo sur le Game Pass, qui est sorti, il se passe au Mexique pour cette 5e édition. Il récupère des très très bonnes notes dans la presse jeux vidéo, 8 sur 10, notamment chez Gamecult, un des meilleurs jeux open world de voiture, voire open world tout court. Regardez-moi la beauté de ce jeu. Et nous, on s'est évidemment intéressé plus à la technique et voir comment Forza Horizon 5 se comporte sur les Xbox Series X, Series S, Xbox One, Xbox One S, et le tout dans ces différents modes, notamment un qui fait plus place à la fluidité et l'autre plus place à la richesse graphique. C'est un benchmark très détaillé qui a été fait par l'ami Florian Agez sur, écoutez, les différentes versions de console et les différents modes. Quoi qu'il arrive, ça reste un excellent jeu et je vous souhaite d'y passer la semaine. C'est la fin de ce condensé. On se retrouve évidemment demain 11h pour un live. Il y a un lien qui est en description, ça c'est le replay, mais en même temps vous trouvez notre chaîne Twitch très facilement. Venez discuter avec moi pendant 2 heures de tech. Demain à 18h ensuite. Le prochain épisode de ce condensé. Je vous rappelle aussi que cette semaine sera plutôt courte puisque nous ne serons pas présents jeudi et vendredi. Et donc voilà, on se retrouvera lundi d'après. J'aurai le temps de vous en reparler. En attendant, bonne fin de journée. Ciao.